petite vidéo sur The Mathematical Trinity, qui est un travail mathématique que j'ai publié le 4 mai et qui contient une proposition sur comment comprendre les nombres réels. Qu'est-ce que les nombres réels? C'est un travail de recherche indépendant sur la nature des nombres. Donc je peux donner quelques clés de compréhension pour partager les idées, comprendre s'il y a des réactions, s'il y a des commentaires. Qu'est-ce qu'un nombre réel? Donc pour définir ce que c'est qu'un nombre, il faut avoir une notion de ce que c'est que les mathématiques, ce que c'est que la réalité qui contient les mathématiques. Et donc je m'appuie sur les travaux de Christopher Langan pour donner un cadre. On a ces 5 acteurs qui communiquent dans la réalité. Et donc, les mathématiques, ça forme une des syntaxes qui peut être employée par ces 5 acteurs pour communiquer entre eux. Il y aurait des télons qui organisent l'émergence de ces syntaxes, des nombres réels. Et donc, dans la limite, il y aurait un télon TR qui serait celui qui fait émerger les nombres réels dans les syntacteurs. Donc, les nombres réels, ça devient ce langage objet dans ces syntacteurs. En tant que langage objet, ils sont compris avec les axiomes comme un corps complètement ordonné et complet, complete ordered field. Il y a des constructions classiques, les coupures de Dedekind, les séquences de Cauchy, d'autres constructions que j'ai mentionnées parce que m'intéressaient parce qu'il n'y avait pas de multiplication dans les axiomes de base. Je considère qu'il n'y a pas de multiplication dans Alfred Tarski parce qu'il y a une multiplication discrète qui est juste la réitération des additions qui ensuite peut se retranscrire en réitération des divisions, donc obtenir le comportement des multiplications dans le fait d'itérer des additions ou des divisions. Donc la multiplication devient cachée dans ce que j'appelle la métamathématique, qui est juste la possibilité de régénérer discrètement la multiplication, simplement avec la logique qu'on emploie pour décrire les nombres. Donc ça, c'est des constructions qui existent. Elles sont toutes identiques dans la mesure où elles forment des corps totalement ordonnés complets. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est satisfait de ça? Et ce que je propose, c'est les nombres réels sont étendus d'abord avec plus l'infini et moins l'infini, qui servent comme des limites pour des suites, pour des fonctions, qui peuvent servir comme une fermeture de la structure d'ordre. Plus l'infini est le plus grand, moins l'infini est le nombre le plus petit, disons. Et les nombres réels aussi sont compris en parallèle avec cette interprétation géométrique dans l'espace euclidien, avec une origine, une espace-unité et une direction. Donc c'est pas quelque chose qui est directement contenu dans ces définitions des nombres, mais c'est dans les contours des définitions mathématiques. Et donc ce que je propose, c'est de définir les nombres d'une façon qui inclut cet aspect géométrique qu'on peut traduire en une symétrie additive des nombres, 0 au milieu de 1 et moins 1, de x et moins x. Il y a une symétrie qui se retrouve dans la séparation des valeurs absolues et des signes dans les multiplications, qui provient aussi de l'étude des nombres complexes, donc comprendre les nombres avec cette vision polaire, avec un rayon, un argument, multiplier des rayons et multiplier les signes, c'est quelque chose qui est classique pratiquement, mais aussi dans les compréhensions des nombres, et qui émerge aussi de ces visions géométriques dans lesquelles, entre x et moins x, il y a quelque chose de commun qui est la distance à l'origine. Donc ça forme un champ d'aspects, cette référence à plus infini qui n'est jamais un objet qui est directement mentionné, et aussi cette structure géométrique, cette structure symétrique par rapport à 0, qui fait partie de la syntaxe qui est utilisée par le mathématicien, mais qui ne fait pas partie de ce qui est directement modélisé quand on définit les nombres avec les séquences de Cauchy ou les coupures de Dedekind. Et donc, on se propose une définition des nombres réels, 0, 1 plus l'infini, qui permet de grouper tous ces critères dans une seule définition des nombres, et donc dans une définition qui intègre plus l'infini dans le voisinage des nombres réels, et qui intègre cette symétrie additive, cette indépendance des valeurs absolues des signes dans la multiplication, et également une définition de la complétude qui est exprimée avec toutes les suites de Cauchy convergent dans le cas de Cauchy, qui est exprimée en termes de suprémum avec les coupures de Dedekind ou avec la théorie des ensembles. Et donc, des différentes versions de la complétude, donc je présente ça en disant il n'y a pas de discussion sur comment introduire 0 ou 1. 0, c'est l'identité additive, 1, c'est l'identité multiplicative. Les propriétés de la multiplication et les propriétés de l'addition sont vraiment universelles, et la propriété de la complétude, elle, prend diverses formes. Donc le fait qu'il y ait diverses formes me dit qu'il n'y a pas une forme canonique, qu'il n'y a pas une forme très satisfaisante qui a été proposée jusqu'ici. Donc je me propose de dire, je vais vous donner cette forme qui est satisfaisante, qui est, on va l'associer avec la compréhension de plus infini, la complétude. Et ça va faire que quand on comprend les nombres, il y a 0, 1 qui sont totalement standards dans toutes les définitions, dans toutes les conceptions de ce que sont les nombres. On va avoir une compréhension de 0, 1 qui est très standard, une compréhension de l'addition et de la multiplication qui est très standard, et aussi on va avoir une compréhension de la complétude qui va également devenir quelque chose de satisfaisant, donc qui pourrait devenir standard. Voilà. Donc c'est un travail dans les définitions d'axiomes qui permettent d'introduire l'ensemble de ces critères dans la définition des nombres. Donc je passe pour la définition des nombres réels que je retiens, c'est le commun de toutes les
définition introduite, c'est un corps totalement ordonné et complet, complete ordered field. Quand on pense à complet, c'est la propriété du suprémum. Si on pense à la complétude du sens Cauchy, il faudra ajouter archimédien. C'est un corps totalement ordonné et archimédien complet. Donc je présente cet outil-là, après je présente ma définition et je montre que les deux sont équivalentes. Alors les nombres réels, ça c'est la définition classique quand on fait des mathématiques, je dirais, un peu plus avancées, un peu plus rigoureuses, avec la notion de groupe additif, groupe multiplicatif, sauf 0. L'addition se distribue sur la multiplication, propriété d'ordre, et complétude au sens de la propriété du suprémum. Donc tout ensemble borné admet un suprémum qui est le plus petit des majorants de cet ensemble. Et donc, quelle que soit la définition des nombres réels qu'on prend, elle satisfait ses propriétés. Tant qu'ils satisfont ces propriétés, ils sont isomorphes les uns les autres, donc on peut prendre un modèle et travailler sur les autres en ayant les mêmes conclusions, la même structure. Donc ça, c'est la définition de nombre réel qui est apprise peut-être une fois, qui est compatible avec comment les mathématiciens comprennent les nombres réels. Parce que les mathématiciens ne partent pas de ces propriétés exactes pour traiter les nombres réels, ils ont juste une compréhension de nombres réels qui est compatible avec ces propriétés algébriques. Et dans notre travail de redéfinir les axiomes, c'est pareil, on ne va pas changer la façon pratique de comprendre le nombre réel, mais on va retravailler les fondations pour apporter quelques ingrédients supplémentaires, quelques clartés supplémentaires qui permettent en particulier de faire un lien entre logique et la droite des nombres réels. Donc, nombres réels sont définis comme 0, 1 plus infini. On a 3 objets qui sont projetés par homologie sur eux-mêmes en tant que points. Donc, les points à la droite des nombres, c'est une projection hologique, c'est-à-dire une projection de syntaxe linguistique logique sur ces nombres. Donc, la syntaxe logique qui est transportée par 0, 1 plus infini, qui sont les axiomes, se projette sur les points qui sont les nombres réels. Donc, les nombres réels en tant que points sont ces nombres avec 3 composantes, l'extension, les signes, et cette direction θ LO. L'extension, elle a une algèbre, elle a une addition, une multiplication. Les signes aussi ont une multiplication. On va multiplier les signes entre eux quand on fait une multiplication. Et donc X se comprend avec cette valeur absolue, ces signes, valeur absolue qu'on comprend comme une notion spécifique à la définition de nombre réel d'espace-temps. Parce que l'addition, on peut comprendre ça comme de l'espace, multiplication du temps. Et la justification de ça, c'est de dire qu'on ajoute des nombres dans l'espace, on ajoute leur extension, et il y a une notion syntactique dans l'espace de se dire j'ai une structure spatiale donnée avec une extension. La multiplication, elle, prend une structure d'espace, par exemple l'unité, et lui applique un scalaire, un agrandissement ou un rétrécissement, une mise à l'échelle, cet espace qui avait une structure spatiale, donc l'unité qui devient 2, 3, qui devient un autre nombre, 3 qui est multiplié par 2, donc qui s'agrandit encore, donc il y a un aspect d'opération temporelle sur cette extension qui a une compréhension spatiale. Donc un flot de transformation, d'agrandissement, de rétrécissement multiplicatif. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'espace-temps. Et donc S, c'est plus, moins, et le signe plus, moins, avec un algèbre déterminé. Donc on voit déjà le lien entre la logique et l'espace, puisque EX, qui est cette extension, on l'interprète en tant qu'espace comme une distance par rapport à l'origine, en tant que temps comme une extension temporelle par rapport à l'unité. L'extension, c'est un ajouteur en tant qu'espace, c'est un facteur d'échelle en tant que temps, et θ, c'est la direction des nombres, et donc on a déjà l'image des nombres sur cette droite des nombres réels. Et les signes plus, donc ils sont explicitement à droite, domaine de préservation, moins c'est à gauche, et plus moins, donc c'est le centre, c'est le signe de 0, c'est le centre. Les nombres sont déjà géométrisés, ils sont décrits avec des sous-structures, donc on ne pense pas en X comme juste un X, on explicite leur empreinte géométrique, leur empreinte interprétative géométrique, et on fait ça directement dans la façon dont on a de décrire l'objet. Donc 0, 1 plus infini, ce seraient ces nombres qui se projettent sur ces X, logiquement. Donc ils distribuent les axiomes à ce X, et on attribue à chaque élément un ensemble d'axiomes qui, ensemble, forment les axiomes des nombres réels. Et donc ces éléments 0, 1 plus infini qui se projettent, eux aussi ont une interprétation géométrique. Il y a l'origine qui est au centre, il y a 1 qui sera l'unité spatiale, plus l'infini. Ils reflètent eux-mêmes la dualité logico-géométrique entre les nombres réels qui sont les points sur cette droite, donc entre la droite des nombres réels, et les axiomes qui sont une logique qui se reflète sur cette droite. Une logique avec des extensions, avec des signes qui se reflètent directement sur cette droite. Donc il y a une double compréhension, une identité des nombres
syntaxique qui se projette sur une droite qui est directement comprise géométriquement. Et le domaine dans lequel cette droite est représentée, ce n'est pas un domaine externe, ce n'est pas un espace euclidien, ça correspond à cet espace euclidien, mais c'est directement, l'espace est généré par le nombre, si vous voulez. Donc l'extension, c'est le nombre. Et donc quand on pense à la droite des nombres réels, on pense simplement au nombre. Il n'y a pas d'espace kantien, il n'y a pas d'espace cartésien derrière. Le nombre lui-même a cette composante de syntaxe spatiale par cette modélisation avec cette extension qui a une notion spécifique d'espace-temps pour cette définition de nombre. Donc voilà, on a des composantes qui sont classiques dans certains aspects, une extension, la valeur absolue, le signe du nombre. On a quelque chose qui ressemble à l'addition, quelque chose qui ressemble à la multiplication, quelque chose qui ressemble à la multiplication des signes. Et sans avoir d'espace extérieur, avec des segments, des rayons, des angles, etc., on a une interprétation géométrique qui émerge directement de la façon, de la structure même de la définition. Voilà. Maintenant, on a 3 éléments à comprendre, 0, 1 et plus l'infini. Et en comprenant ces 3 éléments, on comprendra ce qu'est un nombre réel. Donc, d'abord, vous avez 0, que j'appelle father, donc le père. Donc, le père 0 distribue la syntaxe spatiale plus AX. Je fais ça un principe de auto-dualité, parce que 0 est à la fois l'objet et la syntaxe distribuée par logis sur les points X des nombres réels. Donc, il y a une dualité entre l'opération et l'objet qui consolide, qui transporte cette opération, qui se projette sur les autres. Donc, le père se perçoit lui-même, ne perçoit aucun autre en tant qu'extension. Donc, il y a la propriété F4 qui dit que si vous avez 2 extensions qui se somment et qui valent 0, l'extension de 0, bah, tout ça était E0. 0 en tant qu'objet se modélisant comme une somme de nombres, ne se modélise avec aucun autre nombre. Donc, en tant que cette identification de cette E0, il y a cet aspect d'avoir une forme de repos. Donc, c'est un peu l'aspect théologique d'un père au repos, qui n'est pas qu'au repos, puisque après, il y a tous les autres nombres. Il y a 0, 1 plus infini, mais il y a cet aspect, la personne du père, il y aurait un aspect de repos ici, qui est interprété comme on l'entend, mais en tout cas, qui serait là dans les mathématiques. Donc, les propriétés de 0, symétrie d'espace, symétrie spatiale, simultanéité spatiale, commutativité, associativité. Donc on prend les X et on regarde si leur extension s'écrivent comme E plus E', alors elle peut s'écrire comme E' plus E. Ça n'a pas grande importance le fait de l'écrire comme ça, mais il y a un aspect... L'objet qu'on décrit, c'est les nombres réels. L'ensemble E, c'est qu'un sous-ensemble qui sert à comprendre le nombre réel. Donc c'est pas anodin. C'est un événement de perception, c'est pareil, X se perçoit comme E plus E', et donc ensuite il y a une conséquence qui traduit de ça, donc je ne veux pas juste marquer E plus E' égale E' plus E. On est toujours dans la définition de ce X, de ce nombre réel, et avec un sous-domaine qui est le domaine des extensions, qui participe à créer de la structure pour ce X, qui est ce nombre réel. Ensuite on a le remplissement d'espace, space filling, donc l'existence d'un unique complément, donc vous avez 2 extensions qui toujours ont décrit des nombres réels, donc vous avez un X et un Y, soit EY égale EX, ou, et ça c'est des XOR, donc c'est des ou exclusifs. Donc si vous avez ça, vous pouvez pas avoir le reste. Et donc soit ils sont égaux, les extensions, soit il existe un unique extension R dans E, donc unique extension R, tel que EX égale Y plus R, ou XOR encore, Y égale EX plus R. Donc il en existe un unique tel que on a soit l'un soit l'autre. Il ne peut pas avoir les deux qui sont vrais parce que c'est un XOR. Donc vous ne pouvez pas avoir les deux vrais. Donc ça vous donne plus ou moins votre ordre complet directement sur les extensions. Et ça vous donne pas que ça vous donne aussi des propriétés relatives à l'opposé. On pourra simplifier à droite ou à gauche. Dans le domaine des extensions, l'opposé lui-même va être apporté par les signes. Mais pour simplifier à droite ou à gauche les extensions, dans les nombres réels, si on pense que à ce X et Y, on peut réduire les extensions avec l'opposé. Ici, on va pouvoir simplifier à droite ou à gauche, non pas avec l'opposé qui va sommer à 0, donc qui va faire que les deux équations simplifient, mais ici, par cette existence de l'unique complément, on va pouvoir plus ou moins travailler avec les soustractions d'extensions sans avoir besoin d'avoir d'opposé dans le domaine même des extensions. Parce que les extensions restent positives. Ensuite, vous avez le pair, qui est l'origine spatiale ici, donc on appelle ça space origin. Et donc l'origine, c'est l'origine, et donc la propriété, c'est que c'est l'identité additive dans les extensions. Ce sera aussi le cas dans les nombres réels, mais dans les extensions, toute extension s'écrit comme E plus E0, ou E0. Encore une fois, E0 ne peut s'identifier qu'à une somme de lui-même. Donc il n'y a pas d'autre extension qui peut se sommer vers ce 0-là. Donc ensuite, on peut définir à partir de ça la comparaison, les additions, l'ordre.
Donc là, c'est dans le domaine de l'espace-temps, plus ou moins, tout ce qu'on a fait. Dans le domaine de ce E, ces extensions. Mais donc le 0, il porte le signe plus moins, c'est le F6. C'est équivalent de dire que l'extension est l'extension E0 et que le signe du nombre, c'est plus moins. Et puisque l'extension existe, c'est une équivalence, c'est aussi une existence. F4 donne l'existence. Donc ça, c'est juste une manière de réécrire l'ordre, l'addition. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en travaillant avec les extensions, on a des propriétés qui... Parce que l'ordre, c'est très proche de l'addition, donc on peut compresser les axiomes en n'ayant que des propriétés additives qui vous donnent l'ordre. Donc, quand on compresse les axiomes en 0, 1 plus infini, on n'a pas besoin d'objets qui apportent l'ordre, même si en plus l'infini, c'est l'objet qui est lié à l'ordre, mais il est lié à l'ordre sans redéfinir un panel de propriétés. Le 0 définit déjà plus ou moins l'ensemble de propriétés d'ordre, plus l'infini va confirmer que l'ordre, c'est bien l'ordre apporté par le 0 et le 1. Le gros, la structure, c'est apporté par 0, 1, et plus l'infini apporte la structure de la complétude. Donc ça, c'est le gros, la structure apportée par plus infini, mais il se sert de 0 et 1, plus ou moins. Et donc, on a notre 0 qui est défini. Donc, vous voyez que 0 est défini en tant que portant ses propriétés sur les nombres, logiquement projetés, et en tant que nombre particulier qui satisfait des identités dans ses propriétés. Et on a des interprétations mineures. Vous avez une droite avec plus, moins et 0 au milieu, donc 0 frontière entre plus et moins. Donc si plus c'est le bien et moins c'est le mal, voilà, c'est la frontière entre bien et le mal. Le père, en tant que créateur, une interprétation mineure que je trouve pertinente, c'est de dire le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est une attaque plus ou moins de... C'est une attaque plus ou moins de la théorie des ensembles. Parce qu'il y a des théories qui définissent 1 à partir de 0. Donc, les entiers de Peano, 1, c'est S de 0. C'est le successeur de 0. Et ensuite, 2, c'est le successeur de 1. Donc, en fait, de passer de 0 à 1, c'est pareil que de passer de 1 à 2. Et c'est pareil que une modélisation des nombres avec les théories des ensembles. Prenez un 0, mettez des accolades d'ensemble et ça vous donne 1 avec les nombres de von Neumann. Et ça me semble cacher la structure de 1, cacher la structure de plus infini aussi. Ça me semble être une erreur, plus ou moins. Ça, c'est plus dire de... C'est pas pour dire que le père, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal, mais c'est pour dire il ne doit pas être compris comme tel. S'il est compris comme ce fruit de la connaissance, alors on n'a pas l'harmonie qu'on peut s'attendre dans la définition des nombres. Donc ensuite, il y a le nombre 1, qui est donc le fils. Donc le 1, il a le signe plus. Il distribue la multiplication. Principe d'autodualité 2. 1 est associé à l'équation T3, qui est une équation, on verra plus tard. Tous le perçoivent comme l'identité multiplicative. 1 est lié à la multiplication aussi avec distribution de cette règle des signes, la règle d'or, règle des signes, qui est une interprétation théologique. Donc, 1, c'est pareil, ça distribue les syntaxes. C'est un truc de quoi? De multiplication. Donc, on a pareil, symétrie temporelle, simultanéité temporelle, associativité, distributivité de multiplication sur l'addition. Le temps coule dans l'espace. Et donc l'existence de 1, donc c'est l'existence de 1 dans le système avec 1 inverse toutes les extensions, E étoile, donc moins 0 ici, sauf 0. Il a le signe plus, et c'est l'identité multiplicative. Et donc en regardant les règles du signe, il y a une interprétation plus, donc c'est plus fois plus, et moins fois moins, moins c'est plus fois moins ou moins fois plus. C'est juste la manière de multiplier, avec une multiplication simple qui est juste, on multiplie les extensions, on multiplie les signes, quand on multiplie de nombres. Vous avez la connexion entre la multiplication et l'addition, avec S3, et on a les interprétations qui émergent avec cette règle du signe, Golden Rule, qu'en plus vous l'interprétez activement et passivement comme le bien et la préservation, et moins passivement et activement comme le mal et l'anti-préservation. Alors cette règle des signes, si vous lisez, vous dites plus fois plus égale plus, préserver le bien, c'est bien, anti-préserver le bien, c'est pas bien, etc. Parce que juste dire plus c'est bien, moins c'est le mal, ça sera assez limité. Mais si vous dualisez avec actif et passif, qui est-ce que sont les nombres? Ça sont à la fois des états et des acteurs. Un nombre, il est extension, il est ajout par rapport à l'origine, il est facteur d'échelle par rapport à l'unité. Donc il y a un aspect actif des nombres, donc quand vous pensez activement et passivement ces signes, il y a ces structures que vous pouvez réinterpréter avec différents aspects qui traduisent un aspect théologique, donc qui permet d'amener le thème de la théologie dans ces nombres, et donc d'unifier ces objets à ces personnes transcendantes dans la théologie chrétienne. Je simile d'autres théologies pour des pistes de réflexion. Je développe ici la théologie chrétienne. Et donc, interprétation de la distributivité, le Fils procède du Père, multiplication se distribue sur l'addition. Quantum of Light, donc c'est une unité qui a un rapport avec les nombres complexes. C'est quelque chose que je trouve intéressant comme piste, que j'ai choisi de garder ici.
même si celui-là, il est quand même très préliminaire. Je ne sais pas ce que sont les critères définitifs pour intégrer mes idées sur le fruit de la connaissance du bien et du mal. Bon, c'est quoi les critères pour intégrer dans ce document? Mais c'est une piste. Donc là, on a les nombres 0,1 classiques qui, en plus de ça, ont ces structures théologiques qui viennent renforcer les structures plus ou moins arbitraires qu'on observe dans les nombres. Structure théologique, structure spatio-temporelle, donc dans le fait que l'extension définit le médium même de votre intuition de la droite des nombres réels. Les nombres réels se dotent d'une extension de ces points à l'intérieur d'elle-même, il n'y a pas besoin de cet espace cartésien. En vous définissant le nombre, vous avez déjà vos syntaxes, qui vont être les syntaxes classiques de vos axiomes des nombres réels que tout le monde manipule, dont les conséquences sont manipulées par tout le monde, parce qu'on retourne rarement juste à la définition pure des axiomes, donc on aura les mêmes conséquences, mais on a une fondation des nombres dans ce domaine qui est extensif, qui se lie à votre intuition spatiale du nombre, et qui admet ici des domaines syntactiques qui sont propres à l'idée d'entité transcendantale qui se projetterait sur les nombres. La structure des axiomes qui se consolide en 3 points, elle se renforce par ce domaine sémantique de la théologie qui vient harmoniser l'idée de cette projection de ces 3 nombres sur les nombres avec l'intégration des structures théologiques comme la règle d'or dans la structure à laquelle se conforment les nombres qui sont générés par cette projection. Donc là, on arrive à plus l'infini. Donc plus l'infini, c'est pareil. Il a un principe de cette dualité qui distribue la génération des nombres. Et il est aussi localisé. Donc là, c'est un point inédit. Dans la compréhension des nombres, on peut penser que plus l'infini, on ne parle que des bornes, que des majorants des nombres. Et plus l'infini, c'est une propriété qui se produit si les suites n'ont aucun majorant. C'est-à-dire, c'est définition négative de plus l'infini. Donc ce qui existe, le positif qui existe, ce ne sont que ces nombres qu'on peut poursuivre de manière finie, de manière illimitée. Ici, on va poser une définition positive de plus infini. On va ainsi intégrer ce plus infini dans le voisinage des nombres. On va l'intégrer comme un objet. Et ce plus l'infini, qui est positif, qui est positivement conçu comme ce point vraiment à la droite de la droite des nombres réels, il se trouve à la droite du système des nombres réels. Un point vraiment à droite, concret, positivement défini. Et qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des propriétés. Ces propriétés, ce sont la génération des nombres, premier point. 0 et 1 par eux-mêmes ne définiraient pas 2. Dans notre modélisation, vous avez cette propriété H1, qui est une propriété de création que la structure des extensions se traduit en existence de nombres. C'est-à-dire que si vous pouvez ajouter des extensions E1 plus E1, l'extension de nombre 1 et l'extension de nombre 1, il existe un X qui a cette extension. Ce domaine des extensions devient un potentiel de génération qui est exploité par ce plus infini, donc que j'appelle ici l'Esprit Saint, pour fermer cette interprétation théologique de mes 3 nombres. Un potentiel qui devient exploité par ce 0,1 plus infini dans la personne de ce plus l'infini. Plus l'infini se définit comme ce suprémum. Il n'appartient pas au nombre réel. Il transforme les nombres réels. Il est positif, il est compris comme à la droite du système. Et il a une condition formelle. Si une suite, une somme d'extension n'a pas de majorant, pour tout majorant, on trouve un n0 tel que cette somme partielle devient plus grande que ce majorant A. Eh bien, vous pointez vers le suprémum de cette suite, ce plus l'infini. Donc, plus l'infini est ce suprémum des nombres réels. Il est positivement cela, tout comme il l'est dans les conditions classiques, sauf qu'on ne pense pas en tant qu'objet spécifique description. Donc, en créant la droite, plus l'infini est suprémum, et il structure tous les majorants des nombres, puisque tout nombre se structure sous l'addition de 1 avec lui-même. Donc 1, c'est un des nombres primaires. L'addition, ça vient du nombre 0. Et donc c'est pour ça que j'ai une formule, donc j'appelle cette propriété la propriété de procession esprit, qui est donc que ce plus infini procède du Père et du Fils, dans le sens où tous les majorants, eux que vous pouvez prendre, ils sont dominés par cette procession donc, de l'unité de 1 ajoutée l'une avec l'autre. La droite que vous définissez, les nombres que vous définissez, ils sont à l'intérieur de cette maille, qui est cette maille de l'addition des nombres d'unités, les uns avec les autres. Donc cette propriété H2, c'est ça que ça veut dire. Ce plus infini, qui est un suprémum qui domine sur tous les majorants, il aussi donne la propriété aux majorants d'être dans cette ligne qui est construite par l'addition de l'unité. Addition qui vient du coup des 2 autres nombres primaires, 1 et 0. En tant qu'extension distincte de ce 0 qui se somme que en elle-même, et plus en tant que cette composante syntactique des extensions avec connotation spatiale en tant qu'ajouteur qui s'appliquent à l'unité. Donc là, il y a des innovations, juste une réoptimisation de cette propriété du suprémum, une réoptimisation de plus infini comme intégré comme un objet positivement défini, plutôt qu'introduit plus tard. Et la propriété d'Archimède aussi
prend cette forme un peu élégante de lier ces propriétés d'Archimède à un énoncé très simple sur 0 et 1, et sur la notion de majorant qui est propre à ce plus l'infini, qui est le suprémum de tous les majorants, le suprémum qui est transcendant, qui n'appartient pas, parce qu'il n'appartient pas au nombre réel, parce qu'il n'appartient pas à l'extension, le fait d'intégrer plus infini ne dégrade pas les propriétés multiplicatives, ne dégrade pas les propriétés additives, parce qu'à chaque fois pour ces propriétés-là, l'hypothèse c'est x appartient à R, y appartient à R, x est un nombre réel, et les E, E', sont dans les extensions. Donc le fait d'ajouter ce plus l'infini positivement, mais qui n'appartient pas à cette extension et à ce nombre réel, qui est transcendant, ça fait que ce plus infini, il joue son rôle, mais il ne gâche aucune des autres propriétés qu'on souhaite avoir sur un nombre réel. Donc on ne va pas multiplier par plus l'infini, on va pouvoir multiplier une forme, on ne va pas pouvoir manipuler cette multiplication avec toutes les propriétés qu'on a exhibées plus tôt, parce que à chaque fois, c'est des propriétés qui ont besoin, par hypothèse, de nombres qui sont dans les nombres réels. Plus infini n'est pas ce nombre. Donc il peut jouer ce rôle de suprémum. Donc la complétude se exprime ici, et ça, je pense, c'est une innovation sur un concept qui est déjà, ils ont donné, de suprémum, d'ajout, mais en gros, les seules sommes qui divergent, c'est plus infini. Et plus infini est le seul suprémum dans les sommes d'extensions, n'appartient pas aux extensions. On a une suite de nombres réels. On somme les extensions de cette suite. Est-ce que cette extension n'est pas majorée? Dans ce cas, c'est plus infini, par H5. Et donc si elle est bornée, ce n'est pas plus infini, et donc on n'a pas cette situation-là, et donc elle appartient aux extensions. Elle appartient aux extensions, et ensuite les extensions, ça pointe vers un nombre réel, donc on retourne nombre réel rapidement. C'est comme ça que ça marche, et donc la propriété qui définit plus infini, pour qu'une somme partielle diverge ou pour qu'une suite diverge, on emploie couramment cette propriété, du fait qu'on n'a pas de majorant. Pour tout majorant possible, la somme partielle va devenir plus grande que ce majorant, donc on dit que la suite ou la somme partielle diverge. C'est comme ça qu'on indique plus infini, et si on fait pointer vers un objet spécifique, cette même structure de définition de plus infini, description positive de plus infini, peut être employée pour simplement indiquer la complétude par rapport au suprémum de sommes partielles particulières. Et parce qu'on a la propriété d'Archimède, une version propre à ce document de la propriété d'Archimède, cette complétude discrète va pouvoir se réexprimer en tant que complétude de n'importe quel ensemble nombre réel. Et donc on a ces propriétés ici, et avec ces trois nombres qui se projettent sur les autres nombres, sur les x, on obtient toutes les mêmes propriétés usuelles. Qu'est-ce qu'on a? On a cette extension intrinsèque, donc on a cette droite intrinsèque qui n'a pas besoin d'espace externe. Donc on a cette notion de dualité logico-géométrique qui est complètement intégrée. On a cette condensation des axiomes que personne ne retient ou que personne utilise fondamentalement parce qu'on a cette extension en ce 0,1 plus infini. On a une définition positive de plus infini qui donne un lieu spécifique par lequel se définit la complétude sur le reste du système. Donc là où la notion d'inverse se concentre sur le 1, la notion de complétude se concentre sur le plus infini qui est positivement défini. Et si vous prenez un nombre quelconque, un point quelconque, je vais juste commenter cette notion d'hologie, de dire que les nombres 0,1 plus infini sont dans les nombres. Est-ce que c'est quelque chose de totalement absurde ou est-ce quelque chose qui a un peu de sens? Prenez un point sur la droite. Disons c'est un nombre, c'est le nombre pi. Est-ce que 1 est dans ce nombre? Vous pouvez dire non, et c'est juste pi, il existe par lui-même. Vous l'avez pris sur cette droite, vous l'indiquez sur cette droite. Bon, si vous prenez juste l'énoncé pi par lui-même, il s'appuie sur un système qui lui définit 0 et 1. Imaginons que maintenant vous voulez juste dire on n'a pas besoin de 0 et 1, je vais juste prendre pi sur ma droite. Maintenant 1 disparaît, vous n'avez plus d'unité. Bah, votre point sur votre droite, vous ne savez plus ce que c'est. Ça pourrait être l'unité lui-même. Donc votre pi que vous considérez comme pi, ça devient quelque chose qui peut-être l'unité, c'est peut-être n'importe quel nombre en fait. Donc sans le nombre 1 qui est défini dans le système, les autres nombres ne sont pas définis. Donc dans cette notion de nombre spécifique différent de 1 ou de 0, cette notion de nombre spécifique x, en fait, 1 est à l'intérieur de votre description. Et la preuve, c'est que si vous enlevez 1, votre description se casse la figure. Ça, si vous pensez superficiellement. Donc, 1 est dans le nombre, 0 est également dans le nombre. Si vous avez 1 et vous n'avez pas 0, c'est pareil. On peut toujours translater le système, et donc votre nombre pi, c'est peut-être pi plus un nombre autre arbitraire. Et est-ce que plus l'infini est dans le nombre? Là, on en vient à les propriétés nécessaires pour le nombre d'être quelque chose de différent de 0 et de 1. Et donc, c'est des propriétés axiomatiques. Dans le cas de ce système, elles sont traduites par plus infini, par le reste. Donc il y a déjà beaucoup qui vient de 0 et de 1. Plus infini, c'est le reste de votre nombre. C'est pas quelque chose qui me semble absurde de dire que ces trois objets sont dans le nombre et donc se projettent réellement dans le nombre. Donc après, on a la théorie de la trinité mathématique. Donc, ces trois nombres primaires se projettent dans les syntacteurs, dans les nombres. 0 et 1 sont localement instanciés topologiquement dans la droite. 0 est au milieu, 1
c'est l'unité, donc il y a ce nombre 1. Et plus l'infini est également positivement instancié à la droite du système des nombres. Donc là, j'ai une visualisation pour permettre de se familiariser avec cette idée, parce que a priori, on a tendance à penser positivement aux nombres qui sont inférieurs à plus l'infini, et penser que plus l'infini, c'est un aspect formel d'une itération d'un processus qui n'est pas borné, qui est sans limite. Il y a des façons de penser à plus l'infini positivement, non seulement en termes de logique, mais aussi en termes de position dans le système. Donc il est à la droite du système. Donc les axiomes des nombres sont intégrés où ? À l'intérieur des nombres, en tant que 0, 1 et plus l'infini se projettent dans ces nombres. Donc pourquoi est-ce qu'un nombre est un nombre réel ? Pourquoi est-ce que pi est un nombre réel ? Parce qu'il intègre en lui, dans sa frontière syntactique, dans sa frontière de définition, il intègre cette définition des nombres réels. Donc là, on a des équations qui s'ajoutent dans ce système. Et là encore, pour éviter toute confusion, donc l'équation la plus intéressante pour moi, c'est 1 égale 0 fois plus infini. Pourquoi elle est intéressante ? Parce que 1, il inverse tous les nombres sauf 0, sans plus infini. Mais dans le système des nombres primaires, on peut poser cette équation, 1 égale 0 fois plus infini, ce qui donne une équation qui lie l'ensemble des nombres primaires, complète la propriété de 1 d'inverser les nombres. Pour tout nombre réel, il existe un y tel que 1 égale ce nombre réel fois y, même pour 0. Donc tous ces nombres 0, 1 plus infini ont des propriétés qui se distribuent complètement sur le système, et parce que plus infini n'appartient pas au nombre réel, cette multiplication s'arrête ici. Toutes les propriétés de multiplication qu'on a développées dans les axiomes ne vont pas permettre de réécrire cette équation plus loin que ça. C'est juste une équation qui vient consolider le système de ces trois nombres en tant que nombres qui définissent le système, et également qui vient consolider cette structure du nombre 1 qui se projette logiquement sa propriété sur tous les nombres, parce qu'il complète la propriété de l'inverse. Et la propriété dont on a besoin dans le reste du système, c'est la propriété il existe moins x appartient à R, telle que 0 égale x plus moins x, qui est une propriété qui permet de définir les opposés dans le système. Et le reste, c'est des propriétés qui fournissent un moyen de connecter les différents éléments primaires entre eux d'une façon satisfaisante quant à la structure que prennent les nombres dans leur relation non primaire. Les propriétés non primaires gagnent à être universelles sur l'ensemble des nombres, et donc ce T3 est une équation qui émerge naturellement de cet accord à la structure hologique du système. Et donc avec ces nombres, on définit des nombres réels qui sont équivalents aux nombres d'ici que j'appelle de la théorie des ensembles, avec des isomorphismes, des fonctions qui passent de l'un à l'autre en décomposant les nombres en valeur absolue, en signes qui correspondent à notre EX et à notre sigma X. Et donc on vérifie bien que l'ensemble des propriétés traditionnelles des nombres réels, qui sont celles qui impliquent l'ensemble des propriétés usuelles employées par les mathématiciens, l'ensemble de ces propriétés sont vérifiées. Donc on vérifie pour chaque axiome qu'il y a bien la propriété qu'il faut, en notant bien les propriétés qu'on référence. Est-ce que c'est H1 ? Est-ce que c'est F3 ? F2 ? Donc il y a différents cas. Et à la fin, la conclusion, c'est que notre système de 0 à 1 plus infini satisfait l'ensemble des axiomes des nombres réels. C'est un corps totalement ordonné, archimédien et complet. Donc il est logiquement équivalent aux nombres réels. Et par sa structure, il reflète la symétrie additive des nombres par rapport à 0, parce que le nombre est compris avec cette extension E. Il reflète l'indépendance des nombres absolus des signes dans la multiplication, parce que c'est exactement comme ça qu'il est décrit a priori. Il décrit positivement plus l'infini, et il le place dans le voisinage des nombres, à plus l'infini, à la droite du système des nombres réels. Et il donne à la complétude, qui est compris soit avec des suites de Cauchy, soit avec les coupures de Dedekind, soit avec l'axiome des suprêmums tout simplement. Il place cette complétude des nombres dans ce plus l'infini défini positivement de manière totalement assez traditionnelle, en tant que ce qui caractérise ce suprêmum, c'est que c'est le suprêmum de toutes les sommes partielles qui divergent. Avec ces propriétés H6, ça reflète directement une structure de complétude sourcée positivement de ce plus infini, et l'ensemble du système, il est harmonieusement construit pour intégrer cet aspect géométrique, cet aspect logique, l'ensemble des axiomes nombres réels dans trois parties, 0, 1 plus infini. Et il y a un ensemble d'intégration de langage de théorie de la réalité, cette notion d'hologie, qui va faire référence à la façon dont on peut comprendre la réalité, donc la syntaxe globale par rapport aux syntacteurs locaux, des discours qui reflètent une manière de penser le réel, compatible avec le CTMU, un discours qui reflète le langage chrétien, donc pour lier ça à la théologie, donc ça illustre cette compréhension intégrée des mathématiques, de la philosophie et de la théologie. Et disons que même de manière pratique, si on pensait que la théorie de la réalité de Langan et que la théorie chrétienne de la théologie
étaient, disons, des hérésies sur la nature fondamentale de la réalité, on verrait quand même l'harmonie qui se pose sur ces nombres, et donc qui se pose sur ce système, qui se structure autour de ces trois constantes, qui se projette, qui a une forme de synthèse de la définition axiomatique et de la définition géométrique en tant que point pour les nombres, dans cette trinité mathématique. Et donc, c'est ce que ce papier propose, ce que ce papier présente, ce que ce papier prouve. J'espère avoir peut-être des experts en définition de système qui puissent m'aider à quelles sont les questions à me poser sur quelle est la nature du système que je définis dans la logique des nombres. Est-ce qu'il n'y a pas de surprise quand je vérifie bien que mon système est un corps totalement donné, archimédien complet? Est-ce qu'il n'y a pas de surprise dans mon système parce que je ne pars pas simplement d'un seul système algébrique? Je fais une liaison entre les extensions et nombrelles. Je fais une liaison qui est très proche avec ses propriétés que toute extension correspond à un nombre réel, et ensuite la structure des signes revient vers les nombres positifs et négatifs, et tout nombre réel a une extension. Donc les extensions et nombres réels sont cul et chemise, comme on dirait. J'ai l'impression que le système, il est comme il est. Il n'y a pas de gap, mais après, s'il y a des gens qui sont habitués à évaluer des systèmes logiques des nombres réels, je suis intéressé de comprendre comment ils jugeraient ce système que je définis. Donc j'aimerais comprendre aussi donc, les propriétés théologiques que j'attribue aux personnes de la Trinité chrétienne. Sont-elles concordantes à des interprétations majeures de cette Trinité, de ce qu'elle pourrait connoter? J'aimerais une évaluation mathématique par, je sais pas, un Tarski moderne, un Cauchy, un Richard Dedekind moderne, une évaluation théologique de ce système. C'est pour ça que c'est preprint. J'espère avoir peut-être des retours constructifs sur la construction mathématique, la construction philosophique, parce que je fais des liens entre la théorie de réalité et la théorie des nombres, et la construction théologique. Est-ce qu'elle est aussi harmonieuse que ce que je peux le penser? Ou est-ce que c'est tellement horrible que, en fait, c'est très disharmonieux? Alors, je serais étonné, mais enfin voilà. En tout cas, en termes d'ingénierie, de synthèse de différentes contraintes dans un seul objet qui a une forme condensée, 0, 1 plus l'infini, j'ai l'impression que cette perspective sur les nombres présente un intérêt. Donc je le partage, et vous pouvez participer à cette entreprise de recherche entrepreneuriale en me donnant vos lumières sur ce que je viens de présenter.